Le succès envahissant des techniques et des guides de développement personnel dans les rayons des librairies démontre combien les apôtres de la psychologie positive ont su conquérir l'ensemble des sphères privées comme publiques de notre société individualiste. Du corps à l'âme, au travail comme à la maison, du sexe jusqu'à la nutrition, leurs auteurs rivalisent d'ingénuité rhétorique pour nous guider vers une optimisation de soi et nous confier leurs secrets de la nouvelle formule du bonheur, enfin accessible à chacun, c'est-à-dire à tous. Par quelle sorte de sortilège ce véritable régime de croyance a-t-il conquis les corps et les cœurs de nos citoyens? Ces apicondriaques, comme les nomment Illouz et Cabanas dans Apicratie, obsédés par une idéalisation narcissique sans fin, prêts à tout pour gagner l'euphorie perpétuelle, comme l'écrivait Pascal Bruckner. Comment fonctionnent ces techniques, ces guides, qui s'apparentent souvent à des boîtes à outils où chacun peut venir piocher l'instrument adéquat qui saura réparer la tuyauterie de ses affects, la mécanique de ses pulsions, comme si à chaque blessure de la vie suffisait le pansement approprié. Entre rationalité et mysticisme, entre méthode Coué et pensée positive, comment ça nous parle? De nous, mais surtout des représentations qu'on peut se faire de nous-mêmes au sein de la société. Dans la psychologisation excessive des destins individuels, pensés dans un présent exclusif, ne renonce-t-on pas à inscrire ces mêmes destins dans des dimensions sociales, politiques, historiques et culturelles, c'est-à-dire collectives? Pour tenter de répondre à ces questions, nous avons invité deux philosophes. La philosophie, dès son origine, a cherché à penser les conditions de possibilité d'un « connais-toi toi-même », d'un souci de soi, comme l'a étudié Foucault. Il semblait pertinent de confronter la rhétorique du développement personnel à la rigueur conceptuelle de la philosophie, comme à sa distanciation critique. On est très heureux donc désormais d'avoir Juliette de Funès et Yves Cusset avec nous. Vous avez d'ailleurs un point commun, puisque l'un et l'autre avaient eu la nécessité de faire un pas de côté dans votre cursus de philosophe, afin de mettre la philosophie, je dirais, au service d'une praxis. Juliette Funès au sein de l'entreprise, Yves Cusset au cœur de la scène théâtrale et de l'humour. Juliette Funès, docteur en philosophie, vous êtes aussi diplômé d'un DESS en ressources humaines, ce qui vous a permis très tôt de vous intéresser à la vie des entreprises. Vous avez travaillé pour un cabinet de recrutement, vous avez animé une émission et des chroniques philo pour la télévision, et depuis quelques années maintenant, à la demande des entreprises, vous introduisez la philosophie dans le monde du travail. Toutes ces expériences ont donné lieu à la publication d'ouvrages qui, tout en fustigeant l'absurdité d'un management néfaste, tentent de réinscrire le travail des salariés dans une logique de sens qui traverse l'existence tout entière. On notera dans les publications Socrate au pays des process 2017 chez Flammarion, La comédie inhumaine avec Nicolas Bauzou en 2018 aux éditions de l'Observatoire, vient de sortir en 2019 La vie de bureau, qui est le poche de Socrate au pays des process, si c'est bien ça. Oui. Et le livre pour lequel on vous accueille ce soir, Le développement impersonnel, le succès d'une imposture, en 2019 aux éditions de l'Observatoire. Yves Cusset, vous êtes aussi docteur en philosophie, spécialiste de Habermas et de l'école de Francfort, mais aussi de la question de l'hospitalité. Vous quittez l'enseignement de la philosophie pour vous consacrer à partir de 2006, je crois, à l'écriture de monologues et de dialogues, à la fois philosophiques et humoristiques, qui seront portés et interprétés à la scène, par vous-même le plus souvent, et votre complice Sarah Gabillon, parfois. On note certains des textes qui ont été portés sur scène et qui ont donné lieu, je crois, à des publications. Le remplaçant en 2002, Requiem pour une salle vide, Rien ne sert d'exister, La philosophie enseignée à ma chouette, La vie rêvée des philosophes, N'être pas né, Réussir sa vie, qui a donc, comme on le disait tout à l'heure, été d'abord un objet, une commande de Flammarion, mais un objet pour la scène avant d'être ce texte. Cette activité théâtrale de comédien ne vous empêche pas de continuer à rédiger d'autres essais,
On citera Rire, Tractatus Philocomicus chez Flammarion en 2016, Réflexion sur l'accueil et les droits d'asile aux éditions François Bourin, et enfin Sans façon de ne pas accueillir un migrant en 2018 aux éditions du Rocher. Bien sûr, et le livre pour lequel on vous accueille, Réussir sa vie du premier coup. Alors, j'aurais une première question pour tous les deux, même si l'un et l'autre, vous n'avez pas la même approche, c'est le moins qu'on puisse dire, pas la même déconstruction, je devrais dire, vis-à-vis de ces techniques de développement personnel. Qu'est-ce qui a poussé les philosophes que vous êtes à s'intéresser à ce phénomène sociétal? Et je prolongerai cette question par: est-ce qu'un tel phénomène ne vient pas empiéter sur certains des territoires privilégiés de la philosophie au point de devenir une sorte de concurrence un peu déloyale? Alors, qu'est-ce qui m'a, moi en tout cas, amené à m'interroger, à me questionner sur ce phénomène social? C'est que je travaillais en entreprise et que je côtoyais régulièrement des coachs autour de moi. Et j'en voyais puller de plus en plus. Et puis, ne serait-ce que d'aller dans une FNAC ou dans une librairie, pas comme la vôtre, mais dans les librairies, la plupart du temps, les rayonnages de développement personnel prennent une place assez conséquente maintenant par rapport à d'autres, par rapport à la philosophie, à l'histoire ou d'autres disciplines. Donc c'est comme ça que j'ai eu l'œil alerté en observant ce qui se passait autour de moi. Et après, je suis allée regarder un peu de plus près ce que disaient concrètement les coachs. J'en ai suivi pas mal. J'étais en RH, notamment en entreprise, donc là je les voyais vraiment de très près. Et puis je me suis intéressée un peu aux formations qu'ils suivaient. Et c'est là que je me suis dit, mais c'est pas possible, ça tourne quand même beaucoup à l'imposture. Il y a des poncifs, et c'est là que ça peut prétendre rivaliser avec la philosophie. Pour moi, pas du tout. Il n'y a aucune concurrence déloyale. Ce sont deux terrains qui n'ont rien à voir, même si le développement personnel ou les coachs utilisent les références philosophiques pour mettre un vernis, une caution légitime sur une caution sur leurs propos, mais en général, la philosophie, là je généralise évidemment qu'il y a des coachs qui sont très bons, qui ont fait des études de philo ou autres, mais là, la plupart du temps, quand on fait référence à Foucault, à Socrate, pour le connais-toi toi-même, enfin tout ce genre tout ce genre de références assez classiques, quand on creuse un peu, elles ne sont pas forcément approfondies, c'est vraiment un vernis la plupart du temps. Et puis après, je me suis attelée à décortiquer certains ouvrages. Alors dans le livre, j'en ai pris que 3, parce que c'est déjà pas très agréable de lire une déconstruction d'ouvrages, mais c'était en fait dans le travail d'une thèse sur l'authenticité que j'avais étudié un certain nombre d'ouvrages de développement personnel. Et là, j'ai voulu décortiquer vraiment l'argumentation, l'argumentaire, en disant mais ça ne tient pas une seconde si on fait vraiment attention, si on questionne l'impensé, si on questionne les présupposés, si on fait vraiment de la philosophie. J'ai pas la prétention de faire vraiment de la philosophie, mais en tout cas ce que j'ai appris en philo, j'essaye de l'appliquer à cette matière-là. On voit que ça se déconstruit très vite dans les ouvrages de développement personnel et dans les propos de certains coachs qu'on retrouve régulièrement. Donc voilà, pour moi c'est pas une concurrence, même si le développement personnel ou les coachs utilisent la philosophie comme caution. Mais c'est deux disciplines qui n'ont rien à voir, la rigueur n'est absolument pas la même dans ces deux disciplines, le temps des formations non plus, et puis je pourrais prolonger, je ne veux pas être trop longue, on va en parler. Mais voilà. Yves Cusset, je crois que vous avez vu pas mal de vidéos sur les coachs, de coaching. Et je crois que, est-ce que c'est là que vous êtes dit, ça peut faire un spectacle comique? C'est plutôt que ça. J'avais écrit un spectacle en 2010, mon premier seul en scène à caractère politique qui s'appelait Petit manuel d'engagement politique à l'usage des mammifères doués de raison et autres hominidés un peu moins doués. Voilà, et ce qui fait que beaucoup de gens ne venaient pas parce qu'ils n'arrivaient pas à dire le titre. C'était relativement dissuasif. Mais il y avait un passage où je m'interrogeais sur la transformation du thème de l'exploitation. Et j'ai à l'époque, c'était de manière humoristique, hein, mais donc c'était pas une démonstration. Mais j'ai à l'époque de Marx, on se fatiguait pour une bonne raison. Parce qu'on travaillait, qu'on reproduisait sa force de travail et qu'on était exploité pour cette raison-là, c'est-à-dire que le capitaliste tirait toujours un peu plus cette plus-value, il la tirait en utilisant un surtravail, comme dit Marx. Ben, aujourd'hui, on n'est plus dans le surtravail, on est dans ce que j'appelle l'hyper-recherche du bonheur. On a remplacé l'esclavage payé par l'esclavage payant.
Et donc chacun est dans une espèce de recherche compulsive du bonheur, avec jouissance obligatoire à heure fixe. Et donc il y a plein d'outils pour ça, et je m'intéressais à ça, et je me suis dit, il faudrait, bon, c'est juste une scène de ce spectacle, je me suis dit, ça m'intéresserait de prolonger cette réflexion. Je ne l'ai pas fait tout de suite, et c'est vrai qu'après je l'ai fait à force de, pareil, enfin, en m'amusant des titres que je voyais dans les librairies, m'amusant et m'inquiétant parce qu'ils sont parfois d'une violence assez extraordinaire. Enfin, c'est-à-dire qu'ils quand même ils rabaissent les lecteurs en se présentant comme des amis, des camarades, des aides, des assistants. Et donc, m'étonnant de ça, je me suis dit, ça y est, je vais en faire, il faut que j'en fasse un objet comique salé en soi-même. Je veux dire, il suffit de lire un ouvrage de développement personnel pour déjà pas mal rire. Du coup, je me suis dit, voilà, j'ai fait dans la facilité, c'est déjà un objet comique, mais je me dis, je vais aller un peu plus loin, et je vais en faire une véritable parodie en essayant d'écrire aussi, pas simplement en exagérant, mais en essayant d'écrire aussi ce que j'appellerais le sous-texte, pas toujours lisible de ce qui est dit. Alors, justement, peut-être que c'est le moment. Vous nous liriez un petit extrait ? Avec plaisir. Alors, c'est le tout début en fait. C'est le tout début et puis Il faut savoir que le texte de Yves Cusset se compose de 10 leçons pour réussir sa vie. Donc ça traverse un certain nombre de thématiques qui sont propres au développement personnel. Ça brise parfois des figures d'autorité. Et on le verra tout à l'heure. C'est un peu l'introduction, c'est aussi pour que vous entendiez un peu le ton et la langue qu'il a utilisée. Alors, je peux tout simplement le faire comme ça, l'expliquer sans même... Oui, je vois ce... Ah, c'est très bien. Je peux le faire comme ça. J'ai pas besoin du bouquin, c'est formidable. Voilà. Parce que j'explique, en fait, dans ce livre, je ne suis pas vraiment philosophe, je suis Chief Happiness Manager et coach conseil en développement personnel, tant pour ce qui touche à la personnalité dans tous les sens du terme, bien entendu, qu'à son développement, au sens propre comme au sens figuré, cela va sans dire. Donc vous pouvez me demander à peu près n'importe quoi au sujet du développement personnel, je vous répondrai aussitôt n'importe quoi. Mon rôle est très simple, si jamais vous êtes enlisé dans la médiocrité d'une vie dont l'horizon ressemble à la morne plaine de jours inutiles et tristement identiques, si vous êtes enfermé dans l'amertume et l'aigreur d'avoir manqué les trop rares occasions d'illuminer un peu la torpeur du quotidien, si vous ne percevez dans l'avenir qu'un processus inexorable de délitement et de décomposition, mais que vous ne vous en raccrochez pas moins avec autant de désespoir que de stupidité aux dérisoires consolations que la société vous tend pour mieux vous manipuler à loisir. Bref, si vous n'êtes pas Jacques Attali, eh bien, rassurez-vous, mon ouvrage est là. Mon ouvrage est là pour vous montrer la voie que votre vie aurait pu emprunter si elle n'avait pas été ce qu'elle fut, et si elle ne s'apprêtait pas à être ce qu'elle sera, alors qu'elle aurait pu être ce qu'elle n'a pas été, en étant simplement ce qu'elle serait devenue si elle avait été autrement. Alors il est temps de décadenasser vos chakras, de déployer les 1000 pétales de vos fleurs de lotus, de vous ouvrir tout simplement, et de suivre les leçons que je vais vous proposer. Merci. Merci. Alors, justement, je disais en introduction comment ça parle, comment ça nous parle. En effet, ces guides et ces techniques ont un régime de discours spécifique. Quels sont pour vous les effets rhétoriques que vous avez pu déceler dans leur manière de s'adresser au lecteur et dans quel but? Et puis, une autre question, qu'est-ce que vous dénoncez en produisant ce détournement sémantique de développement impersonnel que vous utilisez le Juliette Funès, mais d'une certaine façon dont j'ai entendu Yves Cusset en reprendre aussi le terme, enfin en tout cas... Je ne l'ai pas repris, je ne connaissais pas l'existence. En fait, il n'était pas paru pour moi. En fait. Donc vous voyez, on se rencontrait là-dessus Voilà. sans le savoir. Vous êtes assez d'accord sur ce terme-là, donc expliquez-nous un peu ce terme et puis peut-être dégager des choses sur Juliette Funès dans le chapitre Les réconforts imaginaires. Vous listez un certain nombre de ces rhétoriques, la connivence, la promesse, la responsabilisation, la performativité.
Et puis de votre côté, Yves Cusset, non sans une certaine ironie, vous épousez littéralement ce type de discours à l'intérieur de la langue que vous utilisez. Et vouloir réussir sa vie semble, dans ces leçons, représenter une sorte d'aberration conceptuelle, quoi. Oui, non, vas-y. Ouais, oui, alors c'est vrai qu'il y a Le deux langage. c'est-à-dire ce que vous dites est juste, il y a deux côtés dans le bouquin, j'essaie de ménager deux côtés, c'est-à-dire il y a effectivement la dimension parodique où là je vais essayer de reproduire cette espèce de fatras que Julia de Funès met bien au jour dans son ouvrage dont elle met au jour la logique, espèce de fatras intellectuel qui mélange énormément de choses, donc je m'amuse ça à le reproduire à coups de citations d'ailleurs, où à chaque fois je dis, bon, comme dirait Schopenhauer, ou Lao Tzu, enfin peu importe, je dis ça et j'ai toujours deux possibilités, et parfois même, comme dirait quelqu'un dont j'ai oublié le nom et qui aurait pu être n'importe qui tant ce qu'il a dit est quelconque, et voilà, et je cite la personne. Donc il y a toujours une logique comme ça, citationnelle, que j'essaie de reproduire, ainsi qu'une logique de conseil et d'injonction, souvent paradoxale, mais aussi, il y a des chapitres qui insistent sur l'impasse intellectuelle, et où j'écris ce que j'appelle le sous-texte, et par exemple, tout le premier chapitre où j'explique, mais en coach, ce que signifie réussir sa vie. Et le coach, naïvement, dit, voilà, mais en fait, réussir sa vie, ça ne veut rien dire, ça n'est pas possible, donc j'en déduis un certain nombre de conseils, relativement absurdes, comme par exemple, si vous avez le sentiment d'avoir réussi votre vie, débrouillez-vous pour décéder sans trop tarder. Et voilà, il explique, il légitime tout ça, et il y a un certain nombre de conseils totalement aporétiques, mais totalement assumés aussi, c'est ça le coach, c'est-à-dire qu'il dit des choses absurdes, aporétiques, mais il les dit avec un tel aplomb que cette dimension contradictoire peut ne pas apparaître. Il y a cette dimension de performativité qui est quasi aveuglante dans le discours du développement personnel. Oui, pour reprendre finalement les deux points communs avec la philosophie, pour rebondir sur la première question, faire lien, c'est que effectivement la question initiale est la même. Comment réussir sa vie? Qu'est-ce qu'une vie réussie? Donc ça, c'est évidemment la problématique de la philosophie à l'origine, et c'est la problématique du développement personnel et des coachs. Donc en ça, effectivement, c'est assez philosophique. Et le deuxième point commun avec la philosophie, c'est qu'il n'utilise que des citations de philosophes. C'est ce que vous venez exactement de dire, c'est-à-dire qu'on n'utilise les philosophes que pour les citer, mais on les a absolument jamais travaillés. Les rouages rhétoriques. Alors moi, mon livre se décompose en 3 parties, mais en gros, j'explique pourquoi finalement ça marche, parce que les gens ne sont pas des imbéciles. J'ai une grande confiance justement dans le bon sens du public. C'est une mode qui fonctionne pour l'instant, et j'essaye d'en faire la généalogie en expliquant pourquoi on a besoin de balises comportementales, de repères, de pseudo-sens, comme il dit. Donc ça, c'est la première partie, et dans la deuxième partie, je me dis qu'est-ce qu'on trouve, et j'essaye de décortiquer ce qu'on trouve et de l'analyser philosophiquement. Et 3, je dis, ça véhicule finalement beaucoup d'idéologies, et je les liste et je les démonte grâce à la philosophie, en disant ça ne tient pas une seconde si on fait appel vraiment à des philosophes dignes de ce nom-là. Sur les rouages rhétoriques, ce qu'on trouve régulièrement, et c'est d'ailleurs ce pourquoi ça marche la plupart du temps, je vais en donner quelques exemples. Déjà, c'est un langage très facile. Vous ouvrez un ouvrage de développement personnel, c'est d'une simplicité folle, et donc c'est très agréable de lire un coach plutôt que de lire Kant ou Nietzsche, évidemment, dans le texte. Donc ça, on a tous une propension à aller vers le facile, mais c'est du vide, mais enfin, c'est agréable à lire. Le coach ou l'auteur de développement personnel, parfois il y a des auteurs de développement personnel qui ne sont pas des coachs, joue en plus sur, et ça marche toujours, sur une sorte de connivence affective, amicale. Je tutoie le lecteur. Si vous prenez des grands auteurs, Lise Bourbeau, Thomas d'Ansembourg, voilà, tous les grands, ils tutoient le lecteur. Ça crée d'emblée une connivence, on se sent compris. On joue sur les affects, c'est toujours par amitié, par amour. La préface de Lise Bourbeau, elle finit par amour, c'est quand même fou. Donc on joue sur les affects, on joue sur les passions, on joue sur une connivence amicale, on joue sur la simplicité du langage, on joue sur les promesses, c'est parce que ce genre d'ouvrage utilise toujours, ou les coachs utilisent toujours, la logique des promesses. Freud les avait déjà cartographiées en disant ça marche toujours, vous appuyez sur ces 3 curseurs, sur ces 3 points-là, et vous saisissez le sujet qui est en face de vous. En gros, des promesses, vous pouvez reprendre tous les bouquins, ça tourne quasiment autour des mêmes. Promesses de réparation. On n'a pas su bien réagir dans un épisode précédent, dans notre vie précédente. Donc maintenant, je vais vous donner les clés pour parer au manquement que vous avez subi la dernière fois. 2, des promesses de séduction.
vous êtes une perle rare, mais personne n'a su comprendre à quel point vous étiez une perle rare. Ça, quelqu'un nous dit ça, on tombe, évidemment, on flanche immédiatement. C'est ce que Freud appelait le narcissisme de la petite différence. On a envie d'être comme tout le monde, il faut bien être comme tout le monde, mais néanmoins, on a quand même un petit truc en plus, on le sait bien. Et le coach ou l'auteur de développement personnel joue évidemment sur ces promesses, sur ces, de séduction. Et deux, sur une promesse, et ça c'est très important aussi, ça, de contrôle. On va reprendre en main notre vie. On a trop subi, on a été un bon petit soldat, on s'est soumis aux injonctions éducatives, sociales, peu importe. Et donc maintenant, on va devenir enfin l'auteur, l'acteur, le maître de sa propre vie. Et donc, bon, je ne veux pas être trop longue, mais si vous jouez sur ces 3 points-là, en gros, vous arrivez à saisir assez facilement un lecteur. Et puis, bref, il y a plein de rouages rhétoriques, ça en est 3 parmi d'autres. Responsabilisation dans la rhétorique, parfois vous parlez de culpabilisation plus que de responsabilisation du lecteur. Oh, oui, ça va avec, en utilisant comme sous-texte. Tu es responsable de ton propre bonheur, donc le présupposé c'est que personne n'a décidé pour toi, donc effectivement reprends en main ta propre vie, ça c'est une promesse agréable. Le sous-texte il est présent dans beaucoup de titres, c'est-à-dire fais-le vite, sinon tu auras eu une vie de merde. C'est ce que j'ai dit au départ, dépêchez-vous de lire mes conseils pour que votre vie soit ce qu'elle aurait pu être si elle n'avait pas été ce qu'elle a été. Enfin, donc, dépêchez-vous de le faire. Il y a une violence symbolique très forte et qui consiste à faire porter en permanence, dès lors qu'on a responsabilisé la personne, on la rend responsable de son bonheur, eh bien, à l'horizon de cette responsabilité, il y a toujours la menace qu'on échoue et qu'on emporte entièrement aussi la responsabilité. Donc ça, c'est vraiment, ça va au-delà, c'est de l'ordre de la culpabilité, et ça sert de ressort, l'efficacité du développement personnel. C'est une fragilité constitutive, il y a toujours le « et si je n'y arrivais pas ?» hein. Et si vraiment... alors c'est un peu le dernier recours, l'ultime... Ça se présente toujours un peu comme l'ultime main tendue et l'ultime recours. Hein, Et un des ressorts aussi, pour prolonger ce que Yves dit ici, c'est qu'un des ressorts, c'est la recette de la recette. C'est-à-dire le temps court, vous allez devenir authentique en 5 leçons, avoir confiance en soi en 3 semaines. Ça promet, encore une fois, c'est l'idéologie de la rapidité. Et évidemment, ça c'est une des idéologies que je déconstruis, parce que à quoi on arrive en 3 semaines, comme on voulait, par quel miracle pourrions-nous être heureux ou avoir confiance en nous ou être authentiques en quelques séances? C'est ridicule. Et ça fait partie des contradictions du développement personnel. Tout à l'heure vous l'avez évoqué dans votre dernière question. Ça ne tient pas une seconde quand on décortique vraiment l'impensé de ces ouvrages-là. Comment voulez-vous que le développement personnel ne devienne pas impersonnel en s'adressant au moi de chaque lecteur comme à des millions d'autres? Rien que ça, de toute façon, c'est un développement totalement impersonnel. Et c'est pour ça que c'est très culpabilisant pour le lecteur qui se dit « mais finalement, j'ai tous les outils à ma disposition, j'ai des ouvrages, j'ai des coachs, j'ai des psys, j'ai des homéopathes, j'ai des kinés, j'ai tout à ma disposition. Et je ne suis pas du tout plus heureux ou plus heureuse. On est un pays qui est un des plus grands consommateurs d'anxiolytiques. En entreprise, il n'y a jamais eu autant de mal-être dans les entreprises, alors que jamais les managers n'ont fait autant pour le bien-être des collaborateurs. Donc c'est très culpabilisant, parce qu'on est renvoyé à sa propre incapacité à être heureux. Donc on est responsable. Si on n'y arrive pas, c'est qu'on n'a pas eu assez de volonté. C'est une des idéologies que je dénonce, l'idéologie de la volonté toute puissante, comme s'il suffisait de vouloir pour bien faire. On sait tous qu'il ne suffit pas de vouloir arrêter de fumer pour réussir à arrêter de fumer, par exemple. Donc ça, je le décortique un peu. Et donc c'est très culpabilisant, c'est responsabilisant. Si vous êtes responsable et que vous n'y arrivez pas, c'est que vous vous sentez forcément coupable. Et je voulais dire autre chose. Oui, sur les contradictions de ces ouvrages-là, la dépersonnalisation, et ça rebondit sur ce que disait Yves au tout début, c'est-à-dire que c'est culpabilisant, et ça enlève évidemment une liberté au lecteur d'agir comme bon lui semble. On lui enlève une liberté eu égard à son comportement, à sa façon d'être. Donc pour moi c'est ça le souci, c'est de me dire ça engourdit l'intelligence, ça paralyse le comportement, et donc c'est très nivelant pour les individus. C'est pas simplement un gadget que j'essaie de déconstruire, c'est que je trouve qu'il y a un vrai danger derrière ces ouvrages-là, et que ça manipule les gens, et que ça les empêche surtout d'être eux-mêmes.
Alors peut-être juste revenons sur les coachs, puisque quand même dans le début de votre livre, Julia de Funès, vous les connaissez aussi bien, Yves Cusset, vous parlez de tartufferie. C'est-à-dire quand même que vous leur déniez un statut d'expert vis-à-vis des objets qui se sont donnés à maîtriser. Et pourtant, c'est pas faute d'essayer d'avoir autour de leurs paroles et de leur façon de fabriquer ce coaching des figures d'autorité et des éléments d'expertise. Parfois de façon dans leur formation scientifique, parfois dans l'expérience de leur vie. Et c'est pour ça aussi que vous pensez que c'est une imposture. Ah oui, clairement, ah oui. Oui, non, mais je pose la question. Alors vous savez que le coach est virulent depuis, enfin moi je sais pas vous, je sais pas toi si on se toi, mais je reçois des lettres, des mails, et vous, si vous me suivez sur les réseaux, sur LinkedIn notamment, c'est monstrueux, le coach est très virulent. Et surtout les coachs en sérénité, là se sont évidemment révélés plus agressifs. Ils sont sereins comme les candidats qui essuient une défaite aux élections présidentielles, qui sont toujours sereins, bien que manifestement furibards, mais ça c'est aussi le coach. Pourquoi c'est une imposture? Je ne critique pas les personnes, c'est ça que le coach ne comprend pas. Je ne critique pas les personnes parce que ce sont des personnes qui ont des grandes qualités. Pour être coach, ils ont des qualités, mais une qualité ne fait pas un métier. Et c'est pour ça que je dis que ce métier tourne vite à l'imposture, quand bien même il y a des très bons coachs. Pourquoi? Parce que, les formations, je les ai étudiées de près, sont dérisoires. On devient coach, je vous donne la plus longue, on devient coach en 18 mois si on suit la formation la plus dense. 18 mois, c'est pas 18 mois tous les jours, c'est une semaine par mois. C'est pas une question de durée, mais ça montre quand même, quand on prétend s'occuper du psychisme des gens, c'est quand même assez léger. Je n'irais pas me faire opérer le genou par un type qui a fait, un chirurgien qui a fait 18 mois, une semaine par mois d'études, et pourquoi l'esprit aurait droit à moins d'égards que le genou? C'est quand même curieux. Donc elles sont très light. Deuxièmement, les coachs se vantent maintenant d'avoir des certifications, des diplômes, notamment de faculté. C'est là que ça tourne à la malhonnêteté intellectuelle. Je vais être très claire, s'il y avait un coach, j'aimerais bien le dire en face, mais bon, j'ai déjà dit. La différence entre une formation académique et une formation en coaching, c'est que déjà, un diplôme n'est pas un titre certifié. La plupart des formations coaching procurent des titres certifiés qui ne sont pas des diplômes d'État. Le titre certifié est délivré par le ministère du Travail. Ce n'est pas le ministère de l'Éducation nationale. Et quand on obtient un titre certifié par le ministère du Travail, comme la plupart des formations en coaching, c'est un titre qu'on doit renouveler, parce que le ministère du Travail l'accorde en fonction des besoins du marché. Donc vous êtes coach pour 2 ans, 3 ans, et normalement vous devez repasser une formation, c'est pas pérenne comme diplôme. Le diplôme académique d'État, vous l'avez à vie, c'est délivré par le ministère de l'Éducation nationale, et ça n'a rien à voir. Donc, la formation et les diplômes obtenus n'ont rien à voir. C'est pas un gage c'est pas parce qu'on est passé par l'université que c'est mieux. Mais je veux dire, il n'y a pas de reconnaissance d'État. Ce qui en dit long, quand même, sur le fait pourquoi l'État refuse de reconnaître véritablement ces formations. C'est que quand on les suit de près, on voit à quel point c'est léger aussi. Donc c'est pour ça que je dis que c'est de la tartufferie, parce qu'on se matine, on se vernit d'un diplôme qui n'en est pas réellement un. Et quand les facs le font passer, par exemple Paris-Dauphine fait un diplôme au coaching maintenant, c'est pas l'État, c'est la faculté qui décide de faire un petit module dans sa faculté, vous imaginez bien pourquoi, c'est une manne financière, et donc qui délivre ce diplôme. Mais c'est pas un diplôme d'État. Et quel est le profil type du coach? Bien sûr qu'il y a des exceptions, mais il y a quand même un profil type sur les 30 000 coachs qu'il y a aujourd'hui en France. En gros, il y a vraiment une tendance courante, c'est qu'en général, ce sont des gens qui ont travaillé en entreprise ou pas. Là, je vais prendre le cas des coachs professionnels, vraiment des coachs qui s'occupent des carrières des gens, des gens qui ont travaillé en entreprise, qui à 40 ans, 50 ans, soit ne se plaisent plus dans leur job, ce qui est très compréhensible, soit ne sont pas bons dans leur job et se plaisent évidemment pas dans leur job, et se disent, là, il y a une issue possible assez valorisante, parce que quand on devient coach, on ne recommence pas en bas de l'échelle d'une certaine façon. Quand vous prétendez aider les gens, vous avez une supériorité implicite, et on ne recommence pas comme on commence menuisier tout en bas de l'échelle. On a ce sentiment de supériorité qui procure une satisfaction narcissique, et c'est ce qui explique l'attractivité folle pour ce type de métier. On n'était pas bien dans son job, on a la possibilité de faire une formation courte, d'être un pseudo-psy sans effort, sans concours, sans diplôme, d'avoir un salaire bien plus important que le pauvre interne
en psychiatrie au début de ses études, et on a cette supériorité, ce sentiment de supériorité, cette satisfaction narcissique d'aider les gens, et c'est ce qui explique cet engouement-là. Donc voilà, il y a un profil type, il y a des formations qui sont très contestables, des certifications très contestables, c'est pour ça que j'ai appelé ça de la tartufferie. Alors, Yves Cusset, est-ce que pour vous le coach c'est un mauvais comédien? Non, c'est un excellent comédien. Je ne suis pas, moi, un expert en formation des coachs, ni même en littérature. C'est pour ça que c'est toujours, je suis intéressé de lire une déconstruction de l'intérieur. Hein. Moi, je me suis approché justement d'un objet comique qui me faisait rire. J'ai feuilleté, j'ai essayé de tirer certaines choses, de les déformer. Voilà, donc, c'est pas tellement cette question-là que j'ai retenue, c'est plus... Parce qu'il y a une malhonnêteté intellectuelle, mais pourquoi elle fonctionne? Enfin, elle est assez simple à dénoncer, quand on rentre dedans, on s'en rend vite compte. Pourquoi ce succès? Et je crois qu'il faut toucher bien au-delà ils sont peu nombreux, 30 000, c'est encore pas beaucoup, mais au-delà de ça, il y a l'ambiance d'une époque, et pour moi, si c'est né d'une réflexion politique, c'est qu'il s'agit d'un outil essentiel de reproduction du libéralisme, et que ce dont on a parlé tout à l'heure, tout le fondement éthique du développement personnel, c'est quand même, c'est l'importance du mot personnel, c'est la responsabilisation de la personne. Ton destin, tu l'as entre tes mains. Foin du déterminisme sociologique, foin des décisions politiques, foin du collectif. Tu es responsable de ce qui t'arrive, donc prends-toi en main et tout ira bien, tu n'as pas besoin des aides sociales, bon sang. On aura bientôt de tout... Et ça va se mettre en place. C'est l'un des principes du coaching, remplacer progressivement les prestations sociales par des cours de bouddhisme zen. Hein, et c'est tout, apprendre à se détendre. Le pauvre est hargneux. Hein, et comme je dis dans le livre aussi, le riche en veut, hein, mais le pauvre en veut au riche. Hein, et c'est toute la différence entre vouloir et en vouloir. Et c'est vrai que dans le dernier chapitre, je finis sur cette ambiance qui me fait rire, mais rire très jaune. Hein, vous ne parvenez plus à payer vos factures et allez bientôt être expulsé de votre logement? Détendez-vous. Votre dossier de surendettement vient d'être rejeté et tous vos biens personnels vont bientôt être intégralement saisis? Allez, lâchez du lest et détendez-vous. La réponse de la commission de surendettement a été suivie de près par une lettre de licenciement. Respirez profondément et détendez-vous. Vous êtes contraints, vous et votre famille, trop nombreuses, de faire appel aux associations de charité pour pouvoir encore vous nourrir et vous habiller. Fermez les yeux et offrez-vous une pause méditation en pleine conscience. Vous trouvez que l'hiver est rude quand on vit dans une voiture dont la batterie ne fonctionne plus? Détendez-vous et faites simplement appel à la pensée positive. C'est moins grave que si c'était pire. Vous trouvez que la corde à laquelle vous allez vous pendre n'est pas assez tendue? Appuyez plutôt sur la détente. Vous faites partie de ceux que l'injonction à se détendre énerve et crispe au plus haut point? Allez vous faire foutre. Merci. Alors, justement, dans le texte, il y a votre partie, Yves Cusset, sur affronter ses échecs. Et c'est la partie où vous vous attaquez à une grande figure, quand même, que vous rebaptisez d'ailleurs, puisque vous l'appelez Cyrus Borulnik. Cyril Borusnik, autant pour moi, j'ai même pas... Cyril Borusnik, excusez-moi. Alors, je voudrais que vous me donniez un peu votre façon de contourner, ou en tout cas d'attaquer le terme de résilience, parce que c'est drôle de façon de voir aussi le travail qu'il a pu apporter, malgré tout, depuis des années et des années. Si j'ai changé son nom, c'est précisément pour cette raison. Ce qui m'intéresse, c'est l'usage qu'on peut faire du terme de résilience. Oui. C'est-à-dire que pourquoi, tout d'un coup, un concept qui a son intérêt, alors, il ne s'agit pas de rentrer dans... Encore une fois, ce n'est pas une critique de la littérature de Cyril Borusnik. Je ne sais plus comment on l'appelle. Ça doit être Boris Cyrulnik. Mais moi, c'est devenu mon Cyril Borusnik à moi, alors il ne faut pas lui faire de mal. Et donc, son concept de résilience, vous êtes d'accord que c'est devenu un concept qui fait partie de l'usage courant, qu'on ait lu ou pas Cyrulnik. Donc, ce qui m'intéresse là encore, c'est l'ambiance qu'il y a derrière. Et donc, je dis, c'est quand même le concept de résilience, ça consiste à dire quand même aux gens, hein, et
bien écoutez, vous avez été malheureux, vous avez subi des choses pendant votre enfance, ça a été difficile, c'est une chance pour vous. Et quand il y a un titre, je crois que de Cyrulnik, qui est un si merveilleux malheur, mais c'est un peu quand même, l'air de rien, ce titre-là, qui n'est peut-être pas son choix, hein, mais c'est un des ressorts du développement personnel. Le malheur que vous avez subi, peut-être une chance, saisissez-vous-en, et vous allez, comme vous l'avez dit tout à l'heure, vous allez vous réparer entièrement, parce que ce malheur vous donne des ressources. Alors, moi je m'amuse là-dedans en disant, poussons la logique jusqu'au bout. C'est très injuste pour ceux qui ont été heureux dans leur enfance, pour ceux qui n'ont pas eu d'obstacles à surmonter. Hein. Comme dit le supplément de Management Magazine sur les bienfaits psychiques du licenciement, ne raye pleinement le parquet que les dents de celui qui a à se venger des souffrances qu'il a subies par le passé. Si on n'a pas à se venger de souffrances qu'on a subies, comment on fait? Eh bien, c'est la question que je pose. Comment on fait? Il y a une solution, j'ai inventé un autre concept, il a moins de succès que celui de Boris Cyrulnik, c'est le concept de contre-résilience. C'est-à-dire qu'on ne peut pas changer son passé. Il est irréversible, donc on ne peut pas faire qu'on ait été malheureux quand on a été heureux. Donc c'est comme ça, on tombe dans la dépression parce qu'on ne peut plus résilier. J'ai été trop heureux, c'est horrible, bon, voilà, j'explique ça. La dépression liée au fait qu'on a été trop heureux par le passé, mais on peut penser à ses enfants. On peut faire un effort et se sacrifier pour ses enfants, c'est-à-dire produire pour eux le malheur dont ils auront besoin pour résilier plus tard. C'est le concept de contre-résilience. La résilience, c'est venge-toi des souffrances que tu as subies, hein, et la contre-résilience, c'est venge-toi sur tes enfants du malheur que tu n'as pas eu la chance d'avoir. Merci. Juliette Funès, peut-être revenons un petit peu sur cette dernière partie et la manière dont vous faites de ces rhétoriques et de ces discours des logiques idéologiques. Hein. J'en retiendrai deux parce que vous avez déjà parlé de la puissance, la toute-puissance de la volonté, la rationalisation, l'idéologie de la rationalisation, peut-être vous pouvez nous expliquer, et l'idéologie de l'introspection. Oui, et juste pour rebondir, mais j'y réfléchis maintenant, mais j'avais un préjugé avant d'écrire ce livre en me disant le coaching est pour, en gros, les bourgeois. Quand on va se faire coacher, c'est que on a le luxe d'aller pouvoir, ça coûte cher déjà, donc c'est quelque chose d'assez bourgeois et d'assez, fait pour les riches. Et bien pas du tout, dans les faits pas du tout. Les gens très modestes vont voir des coachs, ce qui peut les ruiner, parce qu'évidemment que la démarche n'est pas du tout la même. C'est beaucoup plus compliqué d'aller voir un psychiatre que d'aller voir un coach. Il faut déjà se considérer comme malade, en tout cas dans une certaine pathologie pour aller voir un psychiatre. Et c'est ce qui explique aussi l'engouement pour les personnes les plus modestes. Donc ça marche pour toutes les catégories sociales. C'est ça qui explique aussi évidemment son succès. Sur les idéologies, oui, j'en ai révélé 6 ou 7, je me souviens plus. Moi je suis pas comme Yves, je me souviens même plus de ce que j'ai écrit dans mon livre. Mais en gros, il y en a plusieurs. Celle de l'introspection est très importante et c'est ce que Yves aussi a mentionné, l'introspection, la pleine conscience, la méditation. Il y a une sorte de concentration narcissique. Pour se retrouver, il faut se concentrer sur son petit moi. Mais déjà, le moi, qu'est-ce que c'est? C'est quand même une question philosophique qui n'a jamais eu d'issue véritable. Est-ce qu'il y a un noyau insécable? Est-ce qu'en se plongeant dans soi-même, on trouve quelque chose? Ou est-ce que c'est le trou noir? C'est pas évident de trouver son petit moi. Donc ça, déjà, il y a des philosophes à lire qui expliquent ce que pourrait être le moi. C'est pas une idée si simple ou si simpliste. Et deuxièmement, j'aime beaucoup, moi, certains philosophes qui vont vous dire... qui vont vous dire, mais pour trouver son moi, pour s'accomplir, pour être authentique, pour coïncider avec soi-même, il faut au contraire s'échapper de cette introspection. C'est par autrui, Paul Ricoeur va dire que le meilleur chemin entre soi et soi-même, c'est autrui. Par la passion, quand on est passionnément amoureux, on a l'impression d'être véritablement dans l'authenticité de son être ou de ses sentiments. Donc c'est pas forcément en se concentrant dans cette narcissisation, dans cette individualisation, qu'on se trouve soi-même. Bon, donc je développe ça, mais ce que je voulais dire, et je l'ai oublié évidemment, oui, si, c'est ça. C'est que souvent, quand on disait tout à l'heure, les coachs font appel à la philosophie. Très souvent, dans cette logique d'introspection, ils sortent comme une carte postale Socrate et le fameux « connais-toi toi-même ».
Et ça, c'est exaspérant parce que quand vous grattez un peu, déjà, ils savent pas ce qu'il y a après le connais-toi toi-même, rien de trop. Et par exemple, dans la philosophie antique, le connais-toi toi-même est une ouverture au monde. Connais-toi toi-même, connais ta fonction, ta place, ton topos dans l'univers, ton lieu dans l'univers. Donc il faut avoir une connaissance physique, une connaissance beaucoup plus large que le simple souci de soi pour trouver sa place et sa raison d'être dans l'existence. Donc vous voyez, quand on invoque Socrate et qu'on en fait un contresens absolu, je prétends pas avoir le bon sens orthodoxe, mais enfin quand on fait des études de philo, on sait que le connais-toi toi-même socratique, c'est une ouverture au monde plus qu'une concentration narcissique. Donc c'est ça qui est très horripilant, c'est d'utiliser des philosophes et de les détourner véritablement du sens premier du message, parce que c'est un contresens frappant. Donc, ouais, allez-y. Non, je vous laisse finir. et sur la rationalisation, Oui. vous m'avez dit donc Oui. il y a l'idéologie d'introspection, de la rationalisation, de la temporalité très courte, de la rapidité, de la volonté toute puissante, parce que tu veux, tu réussiras, de la coïncidence avec soi-même. Il faut toujours coïncider avec soi-même. Ça veut dire quoi, coïncider avec soi-même? Sartre vous dit que c'est impossible. Quand je vous parle, là, j'ai l'impression de coïncider avec moi-même, mais en même temps, je me vois vous parler, donc je suis de toute façon en dédoublement permanent. Donc c'est quoi encore cette idée de coïncidence avec soi-même? On peut la critiquer. Et sur je vais vite, mais sur la rationalisation, puisque vous l'avez évoqué, dans ces ouvrages ou avec les coachs, en gros, la vie n'est plus qu'une série d'étapes successives de rationalisation permanente. Il faut séquencer ces états d'âme, il faut séquencer ces étapes de vie, etc. Mais la raison versus le sentiment, c'est quand même un match qui est difficile à tenir. On sait très bien que par rapport à des pulsions, à des désirs, la raison, elle est assez faible. Dans nos existences, on sait que le match est d'emblée gagné par la raison, et donc il ne questionne absolument pas la surpuissance des désirs, des pulsions, des sentiments, des passions sur la raison, la rationalisation. Et puis j'utilise des auteurs, je vais faire comme Nietzsche ou un autre, mais Nietzsche en l'occurrence, qui vous dit, mais derrière tout jugement, même derrière une idée qu'on pense rationnelle, c'est un affect, c'est un jugement. Derrière tout jugement, j'ai un affect. Ça veut bien dire que nous sommes des êtres de pulsion, de désir, beaucoup plus d'affect que de rationalisation permanente. Donc miser tout le temps sur la rationalité, la raison, c'est oublier une bonne part quand même du matériau avec lequel on est constitué, que sont les affects. Non. Aussi virulentes ou pertinentes que soient les critiques, comme vous le disiez tout à l'heure, force est de constater que le succès de ce culte de l'épanouissement personnel trouve toujours plus d'adeptes. Vous avez commencé à y répondre, mais j'aimerais qu'on s'attarde un peu dessus. C'est comment vous expliquez vraiment ce succès. J'aurais quelques hypothèses à vous soumettre. Parce que, est-ce qu'on peut seulement y voir le paroxysme d'une société individualiste, ultralibérale? Est-ce que, comme l'a suggéré tout à l'heure Yves Cusset, le nouvel esprit du capitalisme, qui prône plus que tout l'autonomie et la responsabilisation personnelle des individus, n'a-t-il pas engendré cette nécessité d'une optimisation de soi obsessionnelle? Et puis, est-ce qu'il n'y aurait pas dans notre société un tel désarroi, voire une telle méfiance dans l'action collective et la puissance politique, que les citoyens préféraient travailler à améliorer leur seul destin individuel? Et c'est quand même un moment de grand désespoir. On parlait de l'altérité tout à l'heure. Cette question du collectif, du politique et de la possibilité des autres pour soi, qu'elle soit anéantie ou en tout cas ruinée par un espace où on se retrouverait dans un travail sur soi, une optimisation de soi. Je veux dire, est-ce que finalement ce bien-être individuel ne serait pas devenu aussi, peut-être, la condition essentielle d'un bien-être plus collectif? C'était des hypothèses, hein, qui n'engagent que moi. On sait qu'on va vers la catastrophe, on ne va pas faire de collapsologie ce soir, mais enfin ça fait partie de l'ambiance générale, c'est-à-dire que les principaux responsables de la catastrophe vers laquelle on va sont aussi ceux qui entendent s'en sortir par tous les moyens, sachant que ils
ils sont responsables, donc ils ne changeront rien à la situation, fondamentalement. Tout ce qu'ils peuvent changer, c'est de s'en sortir eux, hein, individuellement. Et c'est quand même extraordinaire de lire quelqu'un comme Jacques Attali, et de se dire que ce type qui a conseillé François Mitterrand, qui a conseillé l'un des derniers gouvernements, il a duré 2 ans, hein, mais socialiste dans ce pays, qui avait un idéal social, un idéal tourné autour du collectif, hein, on peut penser ce qu'on veut, mais enfin c'est un des derniers moments de socialisme presque en Europe, et ce type aujourd'hui nous dit il n'y a plus rien à faire, sauvons-nous nous-mêmes et nos proches du mieux qu'on peut, utilisons tout notre talent à nous servir nous-mêmes tout seuls. Et lui, il est à l'intersection, il est emblématique, et je pense que Julia le montre bien, il est vraiment emblématique de cette jonction extraordinaire entre le développement personnel, deviens toi-même, et la violence du libéralisme. Tu es responsable de ton destin, sauve-toi toi-même, va chercher ton talent uniquement pour toi, et voilà, et baise ton prochain, comme dit un autre auteur. C'est ça le message de Jacques Attali, cela dit. Hein. Ça ne me pose aucun problème, il peut venir d'ailleurs, de lui dire tant ce type est rempli d'une morgue désolante. Et là, autant je ne m'attaquerai pas à Boris Cyrulnik, mais il y a un moment, les personnes, il faut pouvoir s'y attaquer. Alors, on peut aimer Jacques Attali, on peut aimer Carlos Ghosn. Moi, je préfère m'attaquer à ces gens-là. Juste, ouais. juste pour que vous Oui, rebondissiez, je voudrais préciser par rapport à ça, est-ce que quand même, je veux dire, la stratégie du colibri de Pierre Rabhi, c'est de dire qu'à un moment donné, on peut pas, puisqu'on peut pas, au niveau du collectif, du politique, changer l'environnement comme on le veut, alors chacun doit faire son geste dans son coin à un moment pour que ça puisse exister. Je veux dire, peut-être qu'il y a aussi dans le développement personnel quelque chose de cet ordre-là qui est de dire je peux plus vis-à-vis de la société tout entière agir, je peux qu'agir dans d'une périphérie dans laquelle je me sens un peu de puissance. Oui, c'est facile. Je m'occupe plus des autres et comme ça je m'occupe mieux de moi-même. En fait, ça revient à dire ça. Ils disent l'inverse. Hein. Ils disent c'est Oui, parce bien que sûr, je suis ils bien disent avec l'inverse. moi-même Ah bah, évidemment. que je peux aller vers les moi, autres. je le lis en sens inverse. Et non, et sur une histoire des idées, explique pourquoi on va vers cet individualisme. Et c'est pas, je le fais pas au sens critique, là je le fais au sens généalogie. Si on regarde l'histoire des idées, on voit qu'il y a une chute progressive de toutes les grandes transcendances, de toutes les grandes autorités qui donnaient un sens à l'existence. Du temps de l'Antiquité, c'était le cosmos, sa place, je l'ai dit tout à l'heure, qui donnait un sens à sa vie. Réussir sa vie, c'était trouver sa place dans l'univers. Du temps des religions monothéistes, donc les religions étaient évidemment les grandes transcendances, du temps des religions monothéistes, réussir sa vie, c'était avoir une vie alignée avec les commandements divins. Du temps durant les temps aristocratiques, le sens de sa vie était presque tout tracé. On naissait prolétaire, on avait une vie de prolétaire, on naissait bourgeois, on avait une vie de bourgeois. Donc la question du sens de la vie se posait moins du point de vue individuel. Les 2 guerres mondiales, les événements historiques du XXe siècle ont fait que la politique a complètement perdu de son autorité. On le voit très bien aujourd'hui, les gilets jaunes, on ne croit plus aux politiques, on est totalement désabusé par rapport aux propositions politiques. Donc on voit bien, je vais très vite là, mais on voit bien qu'il y a une chute progressive de toutes les grandes transcendances qui donnaient un sens à sa vie. Ce qui fait que le sens de sa vie s'individualise énormément, puisqu'on ne croit plus aux grandes transcendances, on est seul face au vertige du soi toi-même et réussi, la fameuse responsabilité dont Yves parlait tout à l'heure, ou culpabilité, et on est seul face au vertige du soi toi-même, donc on comprend très bien pourquoi le souci de soi, la bonheurisation de sa vie, l'éthique des plaisirs occupe une place prépondérante, et pourquoi ces ouvrages-là surfent sur cette souffrance, en tout cas ce vertige de l'individualisme, et qu'on a besoin de balises, de sens, de repères. On le voit très bien en entreprise où les gens sont perdus puisqu'il y a plus de grande transcendance, donc on a besoin de toutes ces aides-là. Donc c'est pour ça, c'est comme ça que moi j'explique cet individualisme-là, et pourquoi finalement c'est une littérature qui se veut émancipatrice alors qu'elle n'est que soumission à l'ère du temps. Mais est-ce que, comme peut le faire ce soir Yves Cusset, vous liez cet individualisme à une certaine forme du capitalisme? C'est-à-dire que cette autonomisation, cette responsabilisation de l'individu, elle est quand même aussi le fait
de ce capitalisme, de cette manière de gérer les personnes dans l'entreprise ou ailleurs, puisque vous êtes dans l'entreprise, sur la façon dont quand même les objectifs sont individualisés, les rapports aux résultats aussi. Et ben moi je suis pas tout à fait d'accord avec ça, c'est-à-dire que j'ai pas une vision, je fais pas du capitalisme, même s'il y a bien beaucoup d'inconvénients évidemment, je fais pas du capitalisme un bouc émissaire, parce que si vous prenez le cas des entreprises, vous voyez que dans les entreprises publiques, dans les organisations publiques, ça va aussi mal que dans les entreprises privées. Le mal-être des collaborateurs est aussi important et les objectifs ne sont pas si individuels que dans l'entreprise privée. Donc c'est parfois facile, même si je suis d'accord, le capitalisme a une grande responsabilité, mais c'est facile de plaquer sur le capitalisme la responsabilité de tous les maux qu'on rencontre aujourd'hui, puisque dans le public, ça va pas mieux que dans le privé. Donc j'en fais pas du tout une explication, j'en fais peut-être un facteur aggravant, mais j'en fais pas une cause, je fais pas du capitalisme la cause de l'individualisme. Ça pourrait être l'objet d'une autre discussion, évidemment. Mais, enfin, si on lit un ouvrage de Christian Laval, et j'ai oublié le co-auteur, la nouvelle... voilà, de la nouvelle raison du monde, la différence entreprise publique, entreprise privée n'a plus aucune valeur. Le New Public Management qui vient de l'ordolibéralisme, le libéralisme s'étend à toutes les sphères de la société, il est devenu un système de reproduction sociale, et donc il doit intégrer sa propre critique de ce point de vue-là. Donc je ne sais pas si... Oui, alors effectivement, je suis d'accord, dans l'entreprise publique, c'est pareil, mais parce qu'on a les mêmes procédures managériales et qui ont fait disparaître progressivement et se déliter le sens du collectif. Il n'y a pas plus... L'idéal collectif n'est pas plus présent dans l'entreprise publique. Enfin, il y a des résidus, il y a une espèce de choses obsolètes qu'on appelle parfois des syndicats qui se débattent pour essayer de faire croire qu'il y a ça, mais on s'en fiche, ça disparaît assez vite d'ailleurs. Oui, je rebondis juste parce que j'étais hier, je travaillais pour les sapeurs-pompiers de Paris, les militaires. Et donc là, il y a un collectif, un esprit de corps incomparable. Ça, pour le coup, on le voit quand on les suit en mission, c'est très fort. Et l'entreprise, qu'elle soit publique ou privée, là je parle plutôt des entreprises privées, on parlait des tartes à la crème tout à l'heure, le collectif, je ne sais pas si vous êtes dans des grandes entreprises privées, mais le collectif est devenu quelque chose une tarte à la crème, un poncif qu'on sort tous les jours. Il y a des réunionites, des réunions en permanence, et c'est un faux collectif. Bien sûr qu'on l'affiche parce que c'est le contraire du collectif. On se réunit à plusieurs parce qu'on a l'impression de travailler, mais en fait on n'a rien foutu individuellement, et comme on est 15 autour de la table, notre petite flemme personnelle se verra moins, et on transforme cette flemme personnelle bien individuelle en grand mérite collectif. Et c'est ce qui explique que 60% des réunions ne servent strictement à rien. Donc le collectif, c'est de la guimauve la plupart du temps dans les entreprises, quand bien même elles l'invoquent alors à toutes les sauces. Alors peut-être pour ouvrir le débat à la salle, je voulais juste dire ceci, vos analyses respectives du développement personnel, qu'elles soient critiques ou satiriques du reste, se fondent pour beaucoup sur la littérature et les auteurs et les coachs, en présupposant parfois des effets que cette littérature peut avoir sur les lecteurs. Et c'est là où je voudrais peut-être ouvrir la parole au public. Est-ce que vous êtes si sûr des effets véritables que ces lectures ont sur ces lecteurs? Je pense à un ouvrage de Nicolas Marquis, un sociologue, qui a fait tout un travail auprès des lecteurs de développement personnel, de ce qu'ils ont retiré, de ce qu'ils pouvaient expérimenter de la lecture, de ce que ça leur apportait. Parce que ça marche, mais ça marche comment, hein? Et ce qu'il a l'air de dire quand même, c'est que il y a parfois des amorces de conscientisation d'un malaise, jusque-là innommable. Il y a parfois des effets bénéfiques, d'autant que, selon lui, les lecteurs ne sont pas dupes. C'est-à-dire que y a un travail eux-mêmes d'autocritique, ou de critique en tout cas de eux-mêmes face à l'ouvrage, qui fait que des fois on en lit 3 pages et on le jette tout de suite. Pourquoi? Parce que la logique d'efficacité, c'est aussi ça, hein, dans les livres de développement personnel, c'est l'efficacité qui compte. Mais il n'empêche qu'il y a une vraie critique des ouvrages par les lecteurs eux-mêmes. Hein. Donc il y a quand même un espace de respiration qui n'est pas une adhésion totalement hypnotique, je ne sais quoi, enfin... voilà. Donc s'il y avait des questions dans la salle, hein, on va faire passer un micro. Je ne sais pas s'il est assez long d'ailleurs celui-là. Ben là, il n'y a pas besoin d'être long, parce que c'est monsieur. Ah bah monsieur, voilà. Merci, c'est tonique.
Vous avez parlé tous les trois du formidable succès du phénomène de coach en entreprise, etc. Donc, j'ai vu beaucoup de coachs dans ma vie. Et en fait, je n'ai pas tout à fait la même vision. Je connais des quantités de coachs qui crèvent la dalle. C'est-à-dire qu'en fait, ce n'est pas du tout un formidable succès. On a un peu l'impression que les personnes qui sont en échec professionnel dans leur vie, au cours de leur vie, disent bon, ben, je vais me faire coach. Hein, c'est un petit peu comme le chômeur qui dit ben, tiens, je vais me faire conseiller en autre façon professionnelle. Donc je ne vois pas tout à fait ce phénomène de coach. Je crois qu'ils ont des revenus très bas. Et souvent, les heures de coaching sont en théorie à un prix élevé, mais on facture 1 heure sur 3. Vous avez raison, c'est une vraie réalité. Là, on parlait des coachs et de ceux qu'on a cités, donc qui sont un peu les gourous et les papes qui ont un grand succès. Mais la plupart des coachs gagnent très mal leur vie, donc ça montre bien. Et c'est là que le public a du bon sens. Ça rejoint finalement ce que vous disiez à l'instant, c'est qu'on se précipite pas quand même chez les coachs, sinon ils auraient tous du travail et ils gagneraient très bien leur vie. Donc ça veut bien dire qu'il y a de la distance et qu'il y a de l'esprit critique sur ces pratiques-là. Donc c'est pas le Graal, hein, mais je veux dire comme reconversion, c'est assez facile et assez valorisant, c'est ça que je voulais dire. Mais après, la vie du coach peut être très difficile. Et le coach se déprime, alors quand il reçoit un coaché et que le coach lui-même est déprimé, vous voyez les gars. Ah non, moi je ne sais pas du tout, la sociologie des coachs, c'est pas mon rayon pour le coup. Autre question? En fait, moi je voulais rebondir parce que je travaille dans une grande entreprise du CAC 40 qui a connu une période de crise importante et à partir de laquelle, en fait, il y a beaucoup de gens qui sont... Alors, il y a beaucoup de gens qui étaient malheureux. C'est vrai que la période de crise, voir le malheur des autres a fait augmenter le malheur de ceux qui peut-être souffraient en silence ou qui ne se rendaient pas compte qu'ils souffraient. Je ne sais pas bien l'expliquer, je ne suis pas psychologue ni philosophe. Et depuis ce temps-là, en fait, dans l'entreprise, on a vu plein de gens commencer à dire attends, je vais te coacher, tu vas voir, ça va aller mieux. Et en fait, il y a eu tout un... Alors, il y avait ceux qui étaient malheureux, puis il y avait ceux qui étaient empathiques, j'allais dire, et qui ont commencé à parler de coaching de façon assez galvaudée, en fait. Aujourd'hui, la crise, on va dire, est loin. Et on se retrouve avec plein de coachs. Alors ça s'appelle des coachs agiles dans l'entreprise. Toujours. Voilà. Donc nous on fonctionne en plus dans mon équipe en entreprise libérée. Donc Cumulé. Voilà, donc on cumule. Et notre prochaine réunion, en fait, on va avoir deux coachs agiles. Le matin, ce sera un coach agile interne. Donc ceux-là, a priori, n'ont pas de problème de survie au niveau financier. Et puis l'après-midi, on aura un coach externe. En plus de la coach interne, en fait. Et en plus, on a des coachs dans notre équipe. C'est effrayant. Je peux venir, moi, éventuellement, à cette journée, parce que ça m'intéresse quand même. Je vous invite. Je vous jure, je veux bien venir. Et puis, je voudrais bien que vous veniez nous coacher aussi. C'est avec grand plaisir. J'essaie de... Alors, après, c'est compliqué ce deuxième degré-là par rapport à la présence du coaching en entreprise. Généralement, quand je suis sollicité, c'est plutôt du côté syndical, on va dire. De ceux qui, à l'intérieur de l'entreprise, ont un regard un petit peu critique sur ces pratiques-là et qui ont besoin de s'en amuser. Mais après tout, moi j'adore les canulars et ça me ferait grand plaisir de le faire comme ça sous la forme d'une pseudo-séance de coaching. En fait, en vous entendant parler, alors je vais être un peu critique envers les coachs agiles parce que je trouve qu'effectivement, en termes de formation, en tout cas dans notre entreprise, c'est un petit peu léger. Moi-même, j'ai suivi une formation aux outils d'animation de techniques de coaching en une journée. Je veux dire que j'étais pas très à l'aise à la fin, parce que bon, il y a les outils et puis il y a tout le savoir avant. En fait, il y a comment faire émerger les idées, comment travailler sur l'organisation, etc. Alors que les coachs travaillent beaucoup sur les outils, en fait. C'est une des idéologies, les outils analytiques. Et je sais plus. Ah bah pardon. Je sais plus. Alors juste, si le temps que... on peut savoir ce que c'est qu'un coach agile? Oui, c'est quoi? Coach agile. Alors écoutez, les coachs agiles ne le savent même pas eux-mêmes parce que vraiment aller sur mon LinkedIn, là hier il y a même eu un grand débat entre coachs
sur l'intitulé, c'est une appellation d'origine non contrôlée. Et donc, l'agilité, on parlait des mots valises tout à l'heure. Chaque année, il y a un mot valise à la mode en entreprise. Et en 2016-2017, ça a été le mot agilité. Et c'était devenu tellement fou que l'agilité est devenue psychorigide. C'est-à-dire il fallait être agile, et si on ne l'était pas, on était envoyé. Donc c'est devenu, il y a eu le sens, il y a eu la bienveillance, c'est-à-dire c'est bienveillant. Donc c'est écœurant parce qu'on la confond toujours avec la complaisance, donc on ne peut plus rien dire. Enfin, je peux faire 2 heures sur ces mots-là. Mais donc sur l'agilité, c'est devenu un terme fourre-tout qui ne veut strictement rien dire. Soi-disant, il y a des outils, bien sûr, et il faut faire la formation, mais vous voyez, une formation d'une journée, à quoi ça fait référence. Donc voilà, moi non plus, je sais plus ce que je voulais dire. Donc moi, je m'en suis souvenu. Ah voilà, c'est bien. C'était juste pour dire qu'en fait, il y a alors c'est très critique, hein. Je trouve qu'il y a un côté un peu niais parfois des coachs agiles, en fait, où il y a beaucoup de choses qui passent par le côté ludique, en fait. Ça, vous en parliez dans votre précédent ouvrage. Le côté ludique, parce que finalement le fait de jouer, le fait de créer des émotions aussi chez les gens, des émotions positives en général, le rire, le sourire, le plaisir, etc., ça permet de mieux faire avancer les gens en collectif, en fait. Et du coup on se retrouve, surtout quand la méthode n'est pas maîtrisée, quand les méthodes, les techniques d'animation ne sont pas maîtrisées, avec des choses qui sont un petit peu niaises, en fait, et qui font que quelque part on se sent un peu infantilisé au sein de l'entreprise. Ouais, puis vous pouvez enlever le un petit peu niais, c'est carrément niais. Parce que juste sur je ne veux pas monopoliser la parole, mais sur le jeu et sur le ludique, toutes les formations tournent maintenant dans les grandes entreprises autour du ludique. Il y a une ludification, une gamification qu'on voit même au-delà de l'entreprise. Si vous prenez l'avion, dans les salles d'embarquement maintenant, il y a des PS4, ce ne sont pas les enfants qui jouent, ce sont les pères en général. Mais donc vous voyez qu'il y a des jeux partout, et les formations maintenant ne sont plus forcément densifiantes pour les collaborateurs, c'est-à-dire qu'ils font une formation le jeudi, vendredi, ils se sentent pas du tout meilleurs le lundi au boulot, parce que qu'est-ce qu'on les a emmenés faire? On les a emmenés faire des Lego ou des Kapla, parce que c'est les méthodes Serious Play, vous voyez à quoi je fais référence. Et donc quand on se retrouve à 30 ans, 40 ans ou 50 ans avec des Legos dans la main, loin de ses enfants, dans un château fort ou un séminaire ouvert, il faut devenir neurasthénique immédiatement. Mais on m'explique, bien sûr, parce que les coachs me haïssent, hein, ne m'invitez pas à la journée, mais qu'il y a des bienfaits et qu'on va trouver des vertus pas possibles. Moi je trouve que c'est une infantilisation, un nivellement des collaborateurs sans nom. Maintenant on est passé du Lego et du Kapla à l'escape game, parce que c'est plus branché. Et je critique un peu ça du point de vue philosophique, parce que quel est le contraire du jeu? C'est pas le sérieux, il n'y a rien de plus sérieux qu'un enfant qui joue. C'est pas l'ennui. Moi, je joue avec mes enfants, je peux m'ennuyer sérieusement. Mais le jeu, Freud dit le contraire du jeu, c'est le réel. Quand on joue, on quitte la réalité ambiante et on rentre dans une nouvelle réalité avec de nouvelles règles du jeu, etc. Et quand mon mari regarde un match de foot, il quitte visiblement la réalité de la maison. Il rentre dans une autre réalité. Et donc c'est pour ça que je critique de façon plus sérieuse cette approche, même si le jeu peut avoir des vertus pédagogiques pour les enfants, mais je critique cette façon de faire appliquée de façon un peu inconditionnelle dans l'entreprise, parce que c'est demander aux gens de transposer, souvent on leur dit transposez votre expérience que vous avez vécue dans l'escape game ou les jeux, et transposez-la dans votre réalité quotidienne, managériale ou autre. C'est là que ça met les collaborateurs dans des injonctions paradoxales et dans des impossibilités, parce que les deux réalités n'ont strictement rien à voir. Et donc c'est tromper, encore une fois, les gens en les infantilisant. Double peine. Je m'en inspire quand même un petit peu de ces méthodes en entreprise. Je propose une méthode inspirée de Brandler et Granger. Brandler et Granger, vous savez, c'est les deux grands créateurs de cette méthode extraordinairement bidon qui s'appelle la programmation neurolinguistique. Ils ont travaillé avec les déménageurs bretons pour leur apprendre à sauter à l'élastique sans élastique. Et ça, je l'ai imaginé. Et aussi une autre méthode qui existe en fait. Ils ont travaillé à l'Institut de la frite chez McDonald's pour repérer les managers capables d'être des leaders, hein, le leadership, et avec un exercice tout simple, je vous assure qu'il est réalisé en entreprise. On leur donne une patate crue, c'est l'Institut de la frite, une patate crue avec une paille comme on en fait chez McDonald's, et on leur dit vous allez devoir transpercer d'un coup la patate crue avec la paille. Donc c'est ça qu'on fait en entreprise avec des managers, vous imaginez le groupe. Et donc évidemment, la plupart réfléchissent pour se demander comment c'est faisable, sans casser la paille, voilà. Et donc ils réfléchissent, c'est fichu d'avance.
réfléchir, c'est absurde, c'est le principal obstacle à l'action. Ce qu'il faut, c'est de la confiance en soi. Et il faut oser. Il faut oser la confiance en soi. Et comment faire pour oser la confiance en soi? Il faut avoir suffisamment confiance pour oser avoir confiance en soi. Donc il faut oser, car la confiance engendre la confiance. Mais bon, c'est un autre problème. Et donc voilà, il y a ceux qui y arrivent, c'est ceux qui ne réfléchissent pas et qui se saisissent de la paille comme ça d'un coup, ce qui fait qu'ils bloquent l'entrée de l'air sans s'en rendre compte à une extrémité de la paille, l'arrêtissent d'un coup, et en faisant ça, enfonce la paille, arrive à trouver la patate sans casser la paille, tout en criant le cri de guerre incontournable qui est « Oh purée !» Et donc vous avez là, mais c'est un excellent critère, c'est un critère pour repérer les managers trop réflexifs qu'on va pouvoir licencier et repérer les vrais leaders, ceux qui arrivent à mener des hommes sans s'encombrer d'un excès de réflexion avant d'agir. C'est ça qui est intéressant, c'est qu'ils trouvent toujours des vertus improbables à de la niaiserie. Et juste pour rebondir, parce que c'était drôle, je me suis retrouvée il n'y a pas très longtemps, j'arrive dans un amphithéâtre, il y avait 800 personnes, et avant de faire ma conférence, et j'arrive un peu en avance, et je vois les gens de dos, j'arrive de dos comme ça, une scène plongeante, et je vois les gens se jeter des pelotes de laine, de couleurs, diversité oblige, et se créer des nœuds évidemment inextricables, etc. Et donc j'arrive, et là je fais ma conférence, et je critiquais, c'était le passage où je critique les formations ludiques, et comme la salle était assez chaude, sympa, j'y vais. Et je leur dis, qu'est-ce que vous avez fait avant ma conférence? Qu'est-ce qui s'est passé pour vous jeter des pelotes de laine comme ça? Et la DRH, j'ai perdu un client immédiatement, parce que quand je pars en conférence, je perds immédiatement le client, et la DRH, bien sûr, se lève et me dit, vous ne comprenez pas, manifestement, que nous avons trouvé des vertus à cet exercice-là, et grâce à cette expérience des pelotes de laine jetées avec les nœuds que ça crée, nous avons compris qu'il y a des situations inextricables dans l'existence, bien sûr, puisque les gens étaient... Et c'est là que je me suis dit, si on a besoin des pelotes de laine pour faire comprendre à des adultes qu'il y a des situations inextricables dans l'existence, on était à la période du cas Vincent Lambert, vous voyez, et bien il n'y a pas besoin de pelotes de laine pour comprendre qu'il y a des situations inextricables dans l'existence. Donc c'est cette fausse argumentation avec des grandes vertus sur des belles choses et des bons concepts qui est exaspérante, parce qu'on n'a pas besoin de se faire joujou pour comprendre des choses graves. Monsieur? Oui, vous avez parlé de collectif tout à l'heure. Vous avez parlé de collectif tout à l'heure en disant qu'il y avait beaucoup d'incantations, on en parlait énormément. S'il n'y a pas de collectif, ok, mais alors qu'est-ce qui tient, qui a des équipes et puis une entreprise arrive quand même à fonctionner? Oui, oui. Juste un tout petit témoignage sur les résultats des formations. J'ai eu l'occasion de faire pas mal de gestion du temps en entreprise. J'ai eu l'occasion une fois de revoir un an après un groupe qui m'avait plutôt bien évalué pour voir un peu qu'est-ce qui restait au bout d'un an. Quasiment rien. Ah oui, c'est terrible. Sur le collectif, juste un mot, et je laisse la parole à Yves, mais juste un mot. Sans collectif, c'est pour ça que je suis toujours un peu sceptique sur l'entreprise libérée. C'est un collectif, mais ce que je veux dire, c'est que sans autorité, sans hiérarchie, pour mener des équipes, fédérer des équipes vers un projet commun, c'est très difficile. Donc il faut absolument ce collectif, sinon ça ne mène à rien. Mais simplement, ce que je critique et ce que j'observe en entreprise, c'est que le collectif est plus puissant que l'individuel, bien sûr, mais si c'est pour dire une niaiserie pareille, c'est pas la peine d'inventer des concepts inouïs comme intelligence collective. Ça, c'est une lapalissade de dire qu'on est plus fort à plusieurs que seul. Mais on oublie parfois deux conditions. Un, que le collectif est plus puissant que l'individuel à condition qu'il soit sous-tendu par un travail individuel fort, ce qui n'est pas toujours le cas en entreprise. J'intervenais un jour après Didier Deschamps, sélectionneur de l'équipe de France, qui explique d'une façon géniale la stratégie de son collectif. C'est formidable d'entendre des gens expliquer la stratégie collective de son équipe. Et le manager après dit... Transposons ce qu'a dit Didier Deschamps dans notre entreprise. C'est là, encore une fois, que c'est faux. Parce que vous imaginez, si chaque individualité d'entreprise, chaque salarié travaillait comme chaque individualité de l'équipe de France, les réunions pulseraient peut-être un peu plus. Et si le manager parlait comme Deschamps parle sur le coin du terrain à ses collaborateurs, il serait viré dans la minute. Donc c'est intransposable. Donc le collectif, oui, mais à condition qu'il soit précédé d'un travail individuel rigoureux, ce qui n'est pas toujours le cas. Et deux, et je rebondis sur le mot bienveillance qu'on a évoqué tout à l'heure,
à condition que le collectif fasse preuve d'une vraie bienveillance, mais pas celle qu'on entend et qu'on sort à toutes les sauces en entreprise, qu'on confond, comme j'ai dit tout à l'heure, avec la complaisance. Résultat, on n'ose plus rien dire à son génial collaborateur sous peur de paraître désagréable. C'est de la fausse bienveillance. C'est ce qui explique toutes les séances, vous voyez, de brainstorming. On n'ose plus rien dire, on laisse fuser les idées, on n'ose pas dire à son voisin que son idée est nulle, et résultat, on arrive avec des paperboards, des rafales de post-it fluo sur lesquels sont inscrits des beaux gros mots, mais ça ne rime à rien et on a perdu 3 heures. Donc la vraie bienveillance, elle suppose la confrontation. Si vous faites preuve de bienveillance envers nous, vous allez nous dire ce soir, je ne suis pas forcément d'accord avec votre argument parce que vous allez argumenter. Pourquoi c'est de la bienveillance? Parce que vous nous aurez écouté jusqu'au bout. 2, vous aurez cherché un argument plus fort, ça va nous faire progresser aussi. C'est de la vraie bienveillance. On cherche à atteindre une idée juste ou vraie, c'est-à-dire celle qui dépasse les contradictions. Donc il faut se confronter, il faut se contredire pour arriver à quelque chose, à une idée juteuse. Donc la vraie bienveillance suppose la confrontation, mais trop souvent, on confond aussi la confrontation et le conflit, où la confrontation et l'humiliation, et résultat, on ne dit plus rien, ça passe pour être de la bienveillance, mais ce n'est que de la complaisance nivelante. Bah, en entendant ça, je me dis qu'il y a un ouvrage à produire, qui est un dictionnaire des mots assassinés, quoi. Des mots qui ont perdu leur sens, mais à coup d'assassinat, parce que c'est pas des mots... Enfin, quand j'entends entreprise libérée, c'est-à-dire qu'il faut se dire, soit le mot est vidé de son sens, soit ça veut dire rigoureusement le contraire de ce que ça dit. Et donc il y aurait vraiment un lexique à créer pour qu'on y voit plus clair, qui serait utile pour ceux qui travaillent en entreprise. Effectivement, dans ce monde, moi quand j'y vais beaucoup plus rarement que Julien, mais quand j'y entre, du coup je suis d'autant plus impressionné, parce que je vais dans un monde étranger, dans un monde à part, qui est hors du réel, extraordinaire au sens premier, et moi je mets mon badge et j'entre là-dedans, je sais que je suis dans un monde à part, je sais que je ne parle pas la même langue, je sais qu'il va être compliqué d'avoir des repères sociaux, alors je n'appartiens pas du tout à ce monde-là, et j'y vais comme un touriste un peu effrayé, vous voyez, un touriste dans un pays peu touristique comme la Corée du Nord, et ça me fait cet effet-là, donc je regarde un peu partout, mais c'est l'effet de ces mondes-là, c'est que quand on est dedans, on ne se rend pas compte qu'on est dans l'irréel. Il faut qu'il y ait un regard extérieur qui pénètre, et il faut se protéger contre ces regards extérieurs. C'est un des enjeux aussi dans l'entreprise, faire en sorte que ce monde soit suffisamment imperméable, pour que son idéologie soit efficace aussi. Monsieur ? Déjà, je voulais vous remercier profondément de vos interventions qui riment avec mes réflexions actuelles. Je dois dire que je suis un consommateur, un ex-consommateur de tout ce qui a trait au développement personnel, même si j'ai choisi d'en prendre mes distances pour des choses que vous avez dit, à savoir le fameux avant j'étais comme toi, une idée que vous étalez sur 220 pages pour que ça rentre à peu près dans un livre de 250 pages que vous vendrez à 4,99 €. Mais il y a quand même j'ai 3 questions en fait. Si vous n'en répondez qu'à une, ça ira quand même. La première, c'est qu'il y a quand même des coachs qui, entre guillemets, se protègent en disant ça va pas être une méthode miracle, ça va pas marcher en 2 semaines, ça va prendre le temps qu'il faudra. Alors, est-ce que vous diriez que c'est de l'honnêteté ou que c'est une manière détournée d'anticiper l'échec? Bon, ça a répondu à ma première question. Les 2 suivantes, c'est en fait entre guillemets 2 branches de sous-business du développement personnel. La première, c'est la loi de l'attraction. Je pense qu'il y a un gros rayon qui est consacré à ça. Qu'est-ce que vous pensez des techniques qui reviennent très souvent de visualisation et d'affirmation positive? Et le deuxième sous-business, je dirais que c'est tout ce qui est l'éco-responsabilité. Moi, je suis en train de lire un livre à ce sujet, et est-ce que en fait, ça rejoint un peu l'intervention d'une personne avant sur la limite entre l'acte individuel, sur le collectif. Alors, on dit d'un côté que tout va partir en couille, entre guillemets, mais d'un autre côté, on dit qu'on a encore le pouvoir d'agir. Alors, est-ce que vous vous dites que les auteurs des livres se disent bon, écoute, foutu pour foutu, je vais quand même leur faire croire qu'ils ont un petit pouvoir d'action et faire un petit peu de beurre avant que tout s'écroule?
Si vous suggérez qu'il y a du cynisme chez un certain nombre de ces auteurs, on ne saurait vous contredire. C'est assez probable. Et chez ceux qui ont un gros succès et fait qui quand même jouent, s'amusent avec un lectorat divers, enfin, quand il y a l'usage du tutoiement, l'affirmation de l'amour, si ça c'est pas du cynisme, qu'est-ce que c'est? Dire qu'on aime son lecteur, ça n'a aucun sens. On aime qu'il nous aime éventuellement, mais c'est parce qu'il est probable qu'il soit à la fois cynique et narcissique, ça va bien ensemble. La question que je me pose tout le temps, moi, qu'est-ce qu'ils ont loupé pour éprouver tant le besoin de dire aux autres comment réussir? Il y a une psychanalyse des coachs à faire et des auteurs de développement personnel. Quel est l'échec qui vous habite et vous effraie? Et que vous le refoulez tant qu'il faut que vous écriviez des bouquins entiers pour dire comment réussir, plutôt que de regarder votre propre échec. C'est dommage. Moi, je suis plutôt un défenseur de la psychanalyse avec tous les défauts qu'elle a, mais elle a cette vertu-là, c'est d'être bienveillante, c'est-à-dire de respecter celui qui cherche quand même à mieux se comprendre lui-même, de le respecter en tant que singularité, irréductible aux autres, de lui donner la parole plutôt que de parler à sa place, et de dire, la seule réussite que tu peux avoir, je mis mon bouquin là-dessus, la seule réussite, c'est de voir tes échecs. Et ça ne les résoudra en rien, il n'y a pas de vertu de l'échec. L'échec, ça te fait échouer. Voilà, point barre. Mais tu peux le voir. En revanche, ce qui est sûr peut-être, ça peut te permettre de te dire, de te raconter un peu plus, d'apprendre à dire un peu plus « je ». De les regarder. Ça, c'est l'enjeu de la psychanalyse, c'est d'apprendre à dire « je » autrement. Et c'est un enjeu assez fort et assez intéressant, mais totalement opposé au développement personnel. Et la psychanalyse, elle ne perd pas son temps avec le développement personnel, elle s'occupe d'autre chose, elle ne fait pas comme nous. Merci, quelqu'un d'autre? En fait, on parle depuis tout à l'heure du gros succès du coup des ouvrages en développement personnel. Et je pense que aussi l'écho que ça a en ce moment est lié aussi au fait qu'on utilise de plus en plus les réseaux sociaux. Et un des gros vecteurs, j'ai l'impression, c'est Instagram. Et sur Instagram, il y a énormément de personnes qui deviennent du coup toutes coach ou alors expertes en développement personnel. Et ça rejoint un peu ce que vous disiez sur la psychanalyse des coachs et autres experts du développement personnel. En fait, on a l'impression que c'est continuellement un flot d'informations où ils nous disent comment ils se sont sentis aujourd'hui, comment ils se sont analysés, etc. Et de quelle manière ils sont sortis de leur marasme. Et en fait, je pense que c'est un flux d'informations. Donc, ils vont à la fois publier leur bouquin, qui va regrouper un peu toutes leurs thèses qui déversent en fait au quotidien dans leur story, Instagram, etc. Ils vont créer leur chaîne YouTube qui va du coup fidéliser les lecteurs. Et en plus, quand on lit, pour avoir moi lu un bouquin seulement de développement personnel, ils vont aussi créer une communauté donc, sur Facebook. Donc on va lire le premier chapitre. Ensuite, vous pouvez aller vous connecter sur Facebook. Et là, vous avez une séance de méditation qui vous est offerte. Et en fait, vous vous sentez soudés au sein d'un collectif. Et en fait, du coup, quelqu'un qui est à l'autre bout du monde va vous répondre « Oui, moi aussi, je me suis sentie comme ça à tel instant, parce que j'ai vécu la même chose. » Donc voilà, je pense qu'en fait, c'est à la fois, oui, c'est de l'individualisme, mais c'est aussi en fait une sorte de manifestation de tout un groupe qui essaye de se fédérer aussi au sein de ces communautés. Et voilà, quand on voit le succès de certaines Instagrammeuses qui du coup vendent ça au quotidien en mettant des petits placements de produits quand même pour qu'on achète qu'elles se rémunèrent, je pense que c'est aussi parce que ça rassure. On a l'impression qu'isolé derrière son écran, on est quand même au sein d'un collectif. Donc je pense que... Pour moi, c'est le slogan de l'époque, hein. Tout seul, tous ensemble. Voilà. On va prendre une dernière question. Ah oui. Ah, non.
Vous parlez pas du tout de l'utilisation dans en psychologie positive par exemple, de toutes les neurosciences, de la caution qu'elle veut apporter sur le discours. Oui, alors ça, moi, j'en ai fait tout un chapitre sur la neuropsychologie et ce vernis pseudo-scientifique que les coachs s'arrogent aussi. Il y a toute une mode sur les outils analytiques, les neurosciences, etc. C'est très, encore une fois, là, leur formation est très légère. La plupart du temps, je peux vous dire que ce ne sont pas des... pour être neuroscientifique, on n'a pas le temps d'être coach à côté. Hein. C'est difficile de faire des études de sciences et de faire en plus du coaching à côté. Donc j'ai rarement vu, mais si vous m'en trouvez un scientifique qui est devenu coach, il y a plutôt des coachs qui deviennent pseudo-scientifiques. Et ces outils, toute cette mode d'outils analytiques est très révélatrice de notre époque. Simplement, si je prends... alors, elle se réduit souvent à du matérialisme. On va réduire l'esprit humain à de la matière, mais il y a encore des choses qui échappent à cette approche matérialiste des choses. Quand vous avez une idée fausse le matin, vous faites un faux raisonnement mathématique, que votre professeur vous explique le bon raisonnement et que le soir, vous avez le bon raisonnement mathématique en vous, les scientifiques ne voient pas encore un changement dans la physiologie même de votre cerveau. Donc c'est très difficile de réduire l'idée ou l'esprit humain à de la pure matière. Deuxièmement, on a tendance, toujours dans cette logique-là, à cartographier l'esprit. Mais à cartographier, vous avez vu combien de cerveaux on a maintenant. On a le cerveau reptilien, postfrontal, frontal, préfrontal, de gauche, de droite. Je peux vous faire la liste, je l'ai faite dans le livre. On a un puzzle dans la tête. Mais à cartographier l'esprit ainsi, est-ce qu'on ne perd pas son âme? Est-ce qu'on approche quelqu'un, et quand les entretiens d'évaluation, même dans les entreprises, cartographient comme ça les personnalités, en général, on loupe encore plus la personne qu'on a en face de soi. Donc il y a le matérialisme, il y a cette façon très analytique de décortiquer le cerveau, il y a d'autres choses, je me souviens... ah oui, la science, souvent l'argument qui revient, il est très intéressant aussi, je trouve, c'est qu'on dit il y a une caution scientifique, parce que c'est scientifique, c'est valable, c'est sûr. Ce qui est l'anti-science par excellence. La science, elle se caractérise par une incertitude intrinsèque. Le raisonnement scientifique, c'est A est vrai tant que je n'ai pas infirmé A. Donc, souvent, la plupart du temps, on vous dit c'est scientifique, c'est sûr, mais non, c'est parce que justement c'est scientifique, il y a toujours une incertitude possible, un doute possible. C'est Karl Popper, je crois, mais j'ai un doute sur la citation, qui disait progresser en science, c'est changer d'erreur. Ou c'est Bachelard, je sais plus. Bon, bref, j'ai un doute, mais en tout cas, vous voyez, c'est ce doute permanent. Donc la caution scientifique, comme gage de certitude, elle est absolument pas valable. Bon, bref, on peut décortiquer, je l'ai fait dans le livre, toute cette nouvelle approche pseudo-scientifique, et où les coachs se réclament, ou les auteurs se réclament de neurosciences alors qu'ils en ont fait 24 heures ou une semaine. Eh bien, on va clore le débat. Peut-être juste une chose, Yves Cusset, est-ce qu'on aura le plaisir de voir ce spectacle en Paris, en région parisienne, réussir sa vie? Peut-être que ça pourrait intéresser... Non, il faut venir à Bordeaux. À Bègle, début avril, par exemple. Ou alors en Bourgogne, en Saône-et-Loire. Moi, je suis très provincial, vous savez. Donc là, mais maintenant, ayant quitté Bordeaux, j'ai l'impression d'aller en province, Paris. C'est pour moi, je prends le train pour aller en province. C'est charmant, d'ailleurs, la province. Alors, une dernière chose, c'est la tradition ici à 1000 pages, quand on reçoit des invités, c'est de demander à chacun d'eux le livre qui a été important pour eux ces derniers temps. Ceci est un piège. Alors, ça peut être ce que vous voulez. Un livre que vous avez lu qui a été important pour vous ces derniers temps. Ces derniers temps, de tout temps. Ou de tout temps. Ouais, de tout temps, parce que c'est celui qui est tout le temps. J'aime pas le dire parce que ça fait poncif, mais c'est tellement vrai. Et moi, d'ailleurs, sur l'authenticité, c'est ce qui explique l'origine de ce livre-là. Pour moi, c'est Proust et c'est La Recherche du temps perdu. Pas tous les volumes parce que je me suis bien emmerdée sur certains, mais sur La Prisonnière, par exemple, c'est comme ça que j'ai aimé rentrer dans Proust. Et donc, à chaque fois, pas dans toutes, mais quand on prend une page même comme ça, je trouve qu'il y a toujours une petite perle, une merveille et une pépite à retenir. Et c'est d'ailleurs en lisant Proust pour le plaisir que je me suis intéressée au sujet de l'authenticité. Je l'ai lu avec ce prisme-là, on peut le lire avec 20 000 prismes, et à chaque fois qu'on lit, le livre s'épaissit parce qu'on peut le lire vraiment de façon différente, mais en tout cas moi je l'ai lu avec ce prisme-là, et c'est en voulant faire une thèse de philo sur l'authenticité
que aussi, ma directrice de thèse m'avait dit, mais quand même soucie-toi de ce qui se passe sur le développement personnel, puisque c'est une question d'être et d'augmentation du moi, soucie-toi aussi de cette tendance pour la déconstruire, et c'est pour ça, et d'ailleurs, donc voilà, vous voyez à quel point Proust est présent, puisqu'il est à l'origine même de mes amusements. Merci. Moi j'ai été bouleversé par le dernier livre de Laurent Gounel, qui vraiment pour moi m'a redonné un peu de vigueur, d'optimisme et d'espoir dans le marasme ambiant. Voilà, ça fait du bien quoi. Donc moi je cherche les livres qui font du bien, je trouve pas les livres d'intellectuels, moins maquillés. Proust, on ressasse Proust à toutes les sauces. Non, lisez Gounel, lisez les 4 accords Toltec, c'est magnifique. Non mais lisez Yves Cusset, parce que moi, sans se connaître, et avant que je sorte mon livre, je suis tombée sur ce livre. Alors au premier coup d'œil, quand je l'ai vu en librairie, je me suis dit, oh, mince, si ça se trouve, il déconstruit déjà le développement personnel, je vais faire vraiment redondant, c'est une catastrophe. Et en l'ouvrant, je me suis dit, ah vraiment c'est extra parce que c'est fait avec humour, je me suis vraiment marrée et j'ai adoré. C'est pas parce qu'on est ensemble sur ce canapé, c'est vraiment sincère, j'avais beaucoup aimé votre... Donc c'est le dernier livre qui a bouleversé Julia Delphin. Merci à vous, merci à vous.